Bonsoir à tous et bienvenue ce soir à Véronique Jacquier, à Louis de Raguenel, à Gilles-William Golnadel et à Georges Fenech. Et on attend d'une minute à l'autre Alain Jakubowicz, qui est l'avocat des parties civiles dans le procès du Crash Rio Paris, parce que c'est un sujet qui nous intéresse avec les réquisitions du parquet qui ont mis en colère les parties civiles et notamment Alain Jakubowicz. Mais pour commencer, Aurélien Taché. Est-ce que vous connaissez qui est Aurélien Taché? Bien sûr. C'est un député qui était hier soir ou qui aurait été ivre hier soir. Il a perturbé et interrompu une pièce de théâtre. C'est ce qui est arrivé au théâtre Le Pic à Paris. Aurélien Taché, donc, qui est élu écologiste et député du Val d'Oise, aurait parlé fort, applaudi de manière absurde, invectivé le comédien et menacé le régisseur. Et qui dit ça? Bien, c'est les gens qui étaient sur scène. C'est en tout cas ce que rapporte sur son compte Twitter Benjamin Guillard, qui est le metteur en scène de la pièce Lettre à Anne, à laquelle a donc assisté Aurélien Taché. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Lettre à Anne, c'est les lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot. Alors, contacté par nos confrères de Libération, le député Aurélien Taché s'est dit surpris de l'ampleur prise par une scène qui a duré 2 minutes. J'ai applaudi et donc j'ai un peu naïvement perturbé la représentation. Et au même moment, un téléphone a sonné, ce qui a contribué au brouhaha. Ensuite, j'ai voulu applaudir, sans faire de bruit, en agitant les mains. Ce que l'acteur n'a pas compris, il m'a donc demandé de sortir, ce que j'ai fait, certes en râlant, en disant que c'était inadmissible, mais je suis sorti. Je suis surtout surpris de la réaction du metteur en scène qui se permet de, en plus des accusations, je sortais simplement d'un dîner où j'avais bu un verre ou deux avant, plutôt 2 manifestement. Alors, le tweet de Benjamin Guillard, je suis le metteur en scène des Lettres à Anne, qui se joue au Théâtre Le Pic actuellement. Ce soir, le député Aurélien Taché, totalement saoul, a profondément perturbé la représentation, parlant fort, applaudissant de manière absurde, invectivant le comédien, jusqu'à ce dernier s'interrompt et lui demande de sortir. Il a ensuite lamentablement menacé le régisseur de représailles. C'était absolument hallucinant et lamentable. Pour qui vous prenez-vous, Aurélien Taché? Dans quel monde vivez-vous? Le 7 septembre dernier, Aurélien Taché avait été condamné à 5 000 € d'amende par le tribunal de Niort pour violence et outrage, impliqué dans une bagarre dans la nuit du 8 au 9 février. Il avait insulté et menacé les policiers qui avaient été envoyés sur place. Dans un bar. Dans un bar. Bon, écoutez, voilà là. Ah, c'est peut-être un garçon qui lève le coude. Hein. Comment? C'est peut-être un garçon qui lève le coude. Oui, bon. Je voulais vous proposer cette petite information. Bon, il n'est pas là pour se défendre. Sur lequel il n'y a pas... Il n'est pas là pour se défendre. Moi, ce que je trouve un peu, peu acceptable, c'est le fait qu'en partant, semble-t-il, il aurait été un petit peu menaçant en disant « Vous ne savez pas qui faisait affaire, je suis un député ». Ouais, enfin, bon. Oui, ah ça c'est... Comment s'appelait ce député qui disait cela déjà? Des Verts oui. Monsieur, oui, je vois qui oui. Nous ne citerons pas avec des lunettes. Oui, des lunettes, oui. Nous ne citerons pas son nom. Je vois qui c'est. Voilà. Bon, écoutez ça, voilà. Cela dit, lui, il ne sera pas mis sur la réserve par l'Assemblée nationale. Cyrielle Châtelain, qui est présidente du groupe des écologistes à l'Assemblée nationale, a fait savoir à nos confrères du Figaro qu'elle pourrait prendre des sanctions éventuelles. Ce qui est décrit par Benjamin Guillard est inacceptable, totalement inacceptable. Nous avons un règlement intérieur dans notre groupe. Voilà. Aurélien Taché. C'était le premier sujet que je vous proposais. Non, mais j'ai une hypothèse, c'est qu'il a salué la victoire du Maroc. Ah, donc la victoire du Maroc. Il est possible qu'après l'avoir salué, il l'ait arrosé. Bon, la victoire du Maroc, on va en parler justement. Bon, il y a eu quelques points de débordement ponctuels, mais il ne s'agit pas de faire un procès à toute la communauté marocaine hier qui a supporté cette victoire du Maroc et avec cette belle victoire, disons-le. Mais personne ne veut faire de procès pour ce... Je veux dire, c'est une précaution oratoire un peu inutile, monsieur. Si, parce que bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a eu notamment la séquence à Amiens, qui est un peu une ville symbolique, puisque c'est la ville où est né le président de la République, où le drapeau français a été enlevé à la mairie d'Amiens. Bon, alors après, c'est toujours pareil, c'est un individu, c'est une personne. Et des incidents. Non, mais écoutez, d'abord... Je suis pas d'accord avec vous. En fait, on voit rarement des drapeaux danois ou des drapeaux norvégiens qui sont hissés à la place du drapeau français. Non, mais il n'y a pas de communauté danoise qui vit en France. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de... Même, regardez la communauté chinoise. C'est importante en France. Il y a pas mais vous voyez jamais un drapeau chinois qui est hissé à la place du drapeau. En fait, le problème, là, je joue un peu à l'idiot, mais plus sérieusement,
le problème que ça soulève, c'est que systématiquement, c'est un des 3 pays du Maghreb, et qu'à chaque fois, on retrouve le même genre de symbole. Et plus le temps passe, plus les Français sont extrêmement intolérants, ne supportent plus ça, parce que à chaque fois, ça rappelle. Et d'ailleurs, il y a des discours. Il y a des joueurs de football de l'équipe du Maroc qui ont dit on est tellement heureux que le pays anciennement colonisé ait battu le pays anciennement colonisateur. Et tous ces discours sont insupportables. Et c'est pour ça que les Français vraiment n'en peuvent plus. Non, mais vous qui vous intéressez au football, je crois, il ne vous a pas échappé que le Portugal avait gagné aussi. Oui. Eh ben, je ne sache pas que des Portugais, dont la communauté est nombreuse en France, ait arraché un drapeau ou ait commis quand même quelques exactions. Alors, je précise que je considère comme parfaitement normal que les Marocains ou les Franco-Marocains soient contents et fiers de leur équipe. D'ailleurs, moi, j'étais assez content. C'est un pays que j'aime et que je visite souvent. Mais quand même, comme le dit très bien Louis Dragdel, il y a des choses qui ne vont pas. À Nice, Ciotti a été scandalisé. Ils s'en sont pris un tramway, ils s'en sont pris au Vous voulez policier. voir le sujet? On ne l'a même pas vu, d'Augustin Donadieu. Simplement, sur les Champs-Élysées, ça ne m'a pas fait très plaisir. Ils ont brûlé un drapeau israélien. Écoutez. Pardon? Oui, j'écoute. Écoutez, Oui, j'écoute. J'étais tout à l'heure avec les journalistes de CNews qui étaient sur le terrain. Ouais. Et je leur ai demandé. Ouais. Ils m'ont dit il n'y a pas eu d'incident majeur. Mais je vous dis Il y avait eu beaucoup de policiers qui étaient présents. Et effectivement, quand les policiers sont partis, il y a eu quelques petites échauffourées. Mais globalement, à Paris, sur les Champs-Élysées, il n'y a pas eu d'incident. Personne ne dit le contraire. Mais Pascal, on est d'accord. mais Pascal, Véronique Jacquet, qui a le droit de parler. Pascal, pardonnez-moi, mais Elle a le petit droit. incident, c'est quand même un incident. Il ne s'est rien passé au Maroc. Il n'y a pas eu le moindre incident au Maroc. Les Marocains ne comprennent pas le laxisme qu'il y a en France vis-à-vis des Marocains qui, on associe fait et incident. Non, c'est pas Je vous possible, interromps c'est parce complètement que immoral. j'avais annoncé à Alain Jakubowicz, c'est sa présence. Il était à l'audience il y a quelques minutes. Je le vois arriver sur le plateau et je le remercie grandement. Bonjour, cher maître Jakubowicz. C'est un plateau assez judiciarisé ce soir puisque vous avez maître Goldnadel que vous connaissez et vous avez un ancien juge d'instruction qui est présent. Vous interviendrez tout à l'heure sur le crash Rio-Paris et je vous remercie grandement d'être venu. Voyons quand même le sujet d'Augustin Donadieu sur le Maroc et après, je vous donne la parole. Voilà. La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway ou voitures brûlées, Éric Ciotti réclame des sanctions. Tramway bloqué et caillassé, policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice. Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. À Lille, la cité nordiste aura également connu une soirée agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents. Des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police. Du mobilier urbain ainsi qu'un container ont été dégradés. Le bilan définitif n'est pas encore connu, mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les Champs-Élysées, encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters auront donné de la voix jusqu'à tard dans la soirée sans incident majeur, à grand renfort de drapeaux et de klaxons. Alors, il y a une réaction en revanche qui m'avait intéressé, c'est Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal, qui est un joueur qui est marocain, qui joue à Angers aujourd'hui, au SCO d'Angers, et il a dit, on a marqué l'histoire, celle-là, sur Twitter, il a écrit ça, celle-là, elle est pour tous les Marocains, tous les Africains, tous les pays arabes, et surtout pour tous les pays musulmans. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir une réaction comme celle-là. Je n'imagine pas Olivier Giroud dire que la victoire est pour tous les pays chrétiens. Mais en même temps, on peut comprendre que le Maroc est la première équipe du Maghreb en quart de finale, qu'il y ait cette volonté de représenter je pense que c'est une joie, une communauté. C'est une joie particulièrement légitime. Ensuite, bon, le sentiment religieux, c'est encore autre chose. Mais moi, pardon, je suis désolé, quand je n'accepte pas qu'on dise qu'il
Il n'y a pas eu d'incident majeur sur les Champs-Élysées quand j'ai posté moi-même qu'on brûlait un drapeau israélien. J'accepte pas. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser tous les Marocains. Moi, je connais bien les autorités marocaines. Je pense que les autorités marocaines, je ne les ai pas eues, mais ils sont extrêmement gênés et à chaque fois déplorent le fait que des gens qui sont issus du Maroc et qui habitent en France fassent ça. Bon, en tout cas, le Maroc peut rencontrer la France. France-Angleterre, c'est quart de finale. Maroc-Portugal, c'est l'autre match. Et le vainqueur de Maroc-Portugal rencontrera ou la France ou l'Angleterre, espérons que ce soit la France, mais tout ça pour vous dire qu'on peut avoir un France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui serait une affiche inédite. Le crash Rio-Paris, vous êtes venu régulièrement sur ce plateau. C'est vraiment un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Aucune faute pénale n'est établie dans l'affaire du crash Rio-Paris. C'était aujourd'hui, c'est les conclusions du parquet, rendues donc aujourd'hui après 8 semaines de procès. On va d'abord écouter, si vous le voulez bien, Noémie Schulz, qui était présente, et puis après, on va entamer la discussion ensemble. Sur les bancs des proches de disparus venus nombreux, l'inquiétude, la surprise puis la colère ont grandi au fur et à mesure des 5 heures de réquisitoire. Déjà, en fin de matinée, certains avaient quitté la salle d'audience écœurés par la démonstration des procureurs qui écartaient les unes après les autres les fautes d'Airbus et d'Air France. En fin de journée, l'un des procureurs explique qu'il est impossible de démontrer l'existence d'une négligence constitutive d'une faute pénale et d'un lien certain avec les actions de l'équipage. Puis il poursuit, conscient du séisme que ce réquisitoire va provoquer. Nous savons que c'est inaudible pour les parties civiles, mais nous ne sommes pas en mesure de requérir une condamnation d'Airbus ou d'Air France. Honte à vous, se mettent à crier à des proches de victimes dans la salle. Je vous ai appelé en fin d'après-midi, Alain Jakubowicz, pour que vous veniez. Pourquoi ? Parce que Noémie Schulz, qui était à ce procès, vous avez parlé tout de suite après. Et vous étiez si en colère, on va écouter d'ailleurs cette déclaration, que je voulais savoir si quelques minutes, quelques heures plus tard, vous êtes toujours dans le même état d'esprit. Écoutez ce que vous disiez il y a 2 heures. Je redoute. Ça fait 46 ans que je suis dans les prétoires. C'est la première fois de ma vie que j'entends un procureur de la République plaider. Plaider. Ce procureur n'a pas requis, il a plaidé. C'était le porte-voix d'Airbus et d'Air France à cette audience. Le parquet s'est déshonoré aujourd'hui, définitivement. Et surtout, quelle est la lecture aujourd'hui lorsque nous avons un garde des Sceaux qui veut réconcilier les Français avec leur justice ? Comment voulez-vous que ces justiciables comprennent quoi que ce soit à la justice ? On a tout eu. Le parquet aujourd'hui n'a même pas suivi sa propre logique du réquisitoire définitif qui demandait le renvoi d'Airbus, d'Air France, mais pas d'Airbus. Ensuite, vous avez la position des juges d'instruction qui est différente, celle du parquet général qui est différente. Et le parquet aujourd'hui ose revenir sur son premier réquisitoire en demandant une relaxe générale. Le parquet n'a pas fait son travail, il a déshonoré le parquet aujourd'hui, et je le dis très calmement et très posément, aujourd'hui le parquet n'a pas requis au nom de la société tel qu'il devait le faire, mais nous avons un tribunal qui va rendre un jugement au nom du peuple français. Alors Alain Jakubowicz, quand je dis que la justice, je connais évidemment pas le dossier comme vous le connaissez depuis de nombreuses semaines, quand je dis à M. Fenech que la justice c'est pile ou face, et que je prie le ciel pour jamais n'avoir affaire à la justice, parce qu'entrant dans un tribunal, je ne sais pas ce qui peut arriver, que vous-même êtes avocat, que j'entends également M. Goldnadel m'expliquer à longueur de journée qu'il n'est plus sécure aujourd'hui avec la justice de notre pays, alors que vous êtes des professionnels, c'est vrai que je suis inquiet. Écoutez, d'abord, propos de sortie d'audience, sans doute excessif. Je le dis, il y a des mots que je ne répéterai pas aujourd'hui. L'idée, c'est ça, et je n'y reviens évidemment pas. Dire que le parquet s'est déshonoré, sans doute que le propos est excessif, mais je dirais qu'on est dans le détail. On est dans le détail. Moi, vous savez, je suis le porte-voix de familles de victimes qui vivent l'apocalypse depuis 13 ans. D'abord, évidemment, le drame, on ne va pas y revenir, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il faut quand même savoir ce que c'est, ce qu'ils ont vécu. Les corps qu'on a remontés au bout de 2 ans, les morceaux de corps qu'on a donnés dans des cercueils plombés, ceux qui voulaient les incinérer n'ont même pas pu, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Bon, allez, je ne vais pas replaider, mais ce n'est pas le sujet à cet instant. En revanche, la façon dont ils ont été brinque-ballés par la justice, il n'y a pas d'autre terme. Avec chaque fois qu'il y avait une instance différente, il y avait une position différente. Comment voulez-vous que les justiciables que je représente, que je dois assister, que j'assiste tous les jours depuis 13 ans, qu'est-ce que je leur explique ?
Qu'est-ce que je leur explique lorsque le parquet requiert une chose, que le juge d'instruction fait autre chose, que le parquet général dit encore autre chose, que la chambre de l'instruction dit encore autre chose, et qu'aujourd'hui, le parquet de la République, et je le dis, alors là je pèse mes mots, vraiment, ça fait 46 ans que je fais ce métier. Je veux dire que moi, j'aimerais que tous les prévenus soient traités comme Airbus et Air France ont été traités aujourd'hui. Ce que j'ai entendu, et je le dis en conscience, là, je suis calme, je suis posé, je ne suis plus à la sortie de l'audience, mais je n'ai pas entendu un réquisitoire. J'ai entendu une plaidoirie. On a repris tous les arguments de la défense. D'ailleurs, lorsque le représentant du parquet parlait, il ne citait que les représentants d'Air France. Enfin, vraiment, on a été choqués. Alors, c'est quoi votre thèse? Que Airbus... Là, je suis abattu. Vraiment, je suis abattu. Mais qui est responsable? C'est-à-dire que c'est Airbus, selon vous, qui n'a pas fait... Attendez, là, écoutez, ça, on l'a plaidé. Pour nous, pour les familles de victimes, bien sûr qu'il y a une responsabilité d'Airbus. Ça a été la chambre de l'instruction par un arrêt. On rappelle, c'est des pictos. Hein, c'est-à-dire que d'autres compagnies avaient changé ces fameuses pictos qui n'étaient pas conformes ou qui ne marquent. Oui, non, mais je crois que nous ne sommes pas à ce stade sur le fond du dossier. Je veux dire que tout est possible, encore une fois, mais c'est la façon dont les choses ont été faites qui aujourd'hui est insupportable pour les familles de victimes. Il y a possibilité d'appel d'ailleurs Alors, bien sûr. Alors d'abord, on va poser les choses, d'accord? Le parquet de la République, monsieur le procureur, requiert au nom de la société. D'accord? Nous avons une formule. Nous considérons que c'était les porte-voix d'Airbus et d'Air France. À l'audience, on a le droit de le considérer, on a quelques raisons de le considérer. Maintenant, la défense plaide, et ensuite, là, c'est une autre paire de manches. On a les juges du siège, d'accord? Un tribunal remarquable, composé de 2 magistrates, un magistrat qui ont été à l'écoute, qui sont allés dans les moindres détails. Et je vais vous dire, aujourd'hui, les familles de victimes sont furieuses, les familles de victimes ont l'impression d'avoir été bafouées. On va les écouter d'ailleurs. Mais le procès n'est pas terminé. Alors, je vous propose le procès n'est pas terminé et on va avoir une décision des juges du siège qui sera rendue au nom du peuple français et nous avons confiance dans la justice. Et nous pensons effectivement... Vous avez confiance dans la justice? Non. Il faut bien. Mais attendez, ne dites pas ça après ce que vous avez dit, et c'est bien le souci. Alors, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais c'est plus que des dysfonctionnements que vous soulignez. Mais je vous propose d'écouter des familles des victimes, et puis après, peut-être, Georges Fenech dira-t-il un mot. Maître Jakubowicz, oui. En fait, j'ai eu le sentiment, je vais vous dire franchement, qu'on n'a pas assisté au même procès, en fait. On n'a pas assisté aux mêmes semaines, parce que moi, j'ai pas du tout entendu ça, j'ai pas du tout compris ça. Et je dis mais il y a les familles derrière moi. Alors, soit on est complètement idiot, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des 9 semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc, on a un peu le sentiment qu'effectivement, la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du procès. Donc, on retourne un petit peu sur des interrogations sur l'impartialité, en tout cas du parquet aujourd'hui. Je rappelle que le 1er juin 2009, le vol Air France reliant Rio à Paris traversait une zone météo rageuse quand les sondes qui mesurent à l'extérieur de l'avion la vitesse de l'appareil ont givré. Déstabilisés par les conséquences de cette panne, les 2 copilotes, bientôt rejoints par le commandant de bord qui était en repos, n'ont pas réussi à reprendre le contrôle de l'avion qui heurte l'océan 4 minutes et 23 secondes plus tard. Et en 2019, un non-lieu avait été prononcé par les juges d'instruction avant que la cour d'appel n'ordonne un procès en 2020. Quand je dis que c'est pile ou face, moi je ne peux pas vous dire autre chose. Je vois ça de l'extérieur comme un Français. C'est pas pile ou face, c'est un double degré de juridiction, ça c'est différent. Mais pardonnez-moi, c'est des discussions qu'on a en permanence. Je vois ça de l'extérieur, mais comme un Français lambda. Je dis c'est pile ou face, puisque sur les mêmes faits, vous avez des décisions absolument contradictoires. C'est le principe du double degré de juridiction, ça. Mais les faits, ils ne changent pas. Donc c'est pile ou face. Parce que je voudrais simplement répondre à Maître Jakubowicz que sur le fond, on ne va pas l'aborder le fond, mais je comprends sa colère et il exprime la colère de ses victimes, de ses parties civiles. On est absolument d'accord là-dessus. D'ailleurs, on se demande pourquoi, par exemple, Thales, qui est quand même la société qui a fabriqué ces sondes Pitot, n'était pas à répondre sur le banc des prévenus. Il n'y en avait que 2, Airbus et Air France. On se pose beaucoup de questions. On a même découvert un arbitrage secret entre Airbus, Air France et Thales. Tout ça, c'est très compliqué. Alors, mais est-ce que vous semblez bien connaître le sujet. Il
faut préciser auprès des Oui, téléspectateurs pardon, pourquoi vous le je ne suis pas connaissez. totalement objectif, puisque Oui. moi-même, je collabore avec le cabinet de David Koubi, qui était aussi un des avocats des parties civiles. Vous D'accord. avez raison. C'est important de le dire. préciser. Quand même. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux intervenir. Je veux intervenir sur les... Je suis un peu étonné de ce que dit Maître Jakubowicz, qui s'étonne lui-même qu'il puisse y avoir des décisions différentes entre le parquet, l'instruction, le jugement, la chambre d'accusation. C'est notre procédure, c'est notre droit, c'est nos institutions. Je ne vais Et pas vous le dire savez que je très m'en bien. étonnais, mais Simplement, je dis que c'est incompréhensible pour les lorsque vous avez familles. été, il faut quand même dire une chose. Lorsque vous avez été, vous l'avez retiré à l'instant, parler de déshonneur, ce qui est quand même grave, déshonneur du parquet, je voudrais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que le parquet, que je veux défendre quand même ce soir, pas sur le fond, mais sur son indépendance, car vous savez très bien qu'aujourd'hui, le parquet ne reçoit plus d'instructions. Bon, on marque une pause. On marque une pause parce que... Oui, mais ça va être long. Oui, mais vous passez... Non, mais le parquet a pu se tromper dans ses réquisitions. Oui, L'important, bien sûr. ce sera ce que dira le tribunal. Écoutez, moi je vous propose une pause. Je trouve que c'est un sujet qui est un peu passionnant. court, quand même. On parle beaucoup. Oui, mais j'ai pas le temps de développer. Mais oui, mais vous n'avez pas le temps parce que vous êtes long. Il faut synthétiser. Mais on revient dans une seconde. Bravo. Et puis plus rien. Adrien Spiteri, le rappel des titres de ce soir. Une grève peu suivie à la SNCF ce mercredi. Le trafic a été partiellement perturbé sur les TER ainsi que sur certaines lignes d'Île-de-France. La direction du groupe a proposé aux cheminots une revalorisation salariale de 5,9% en moyenne en 2023. Les syndicats n'ont pas encore communiqué leur position concernant cette offre. Troisième jour de grève en Iran, les magasins sont toujours fermés. Les commerçants ont répondu à l'appel des opposants au régime. Malgré la répression, la contestation ne cesse de gagner du terrain dans le pays. Des étudiants ont également manifesté ce mercredi et boycotté les cours. Et puis J-3 avant France-Angleterre à la Coupe du Monde de football au Qatar. Un match ouvert pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain des Bleus était en conférence de presse aujourd'hui. Il assure être dans la meilleure période de sa carrière. Une faute pénale n'est établie dans l'affaire du crash Rio-Paris. C'est la conclusion du parquet rendue aujourd'hui après 8 semaines de procès. Alain Jakubowicz est avec nous. Il était venu dès le premier jour, je crois, de ce procès qu'il accompagne puisqu'il défend les parties civiles. Le parquet n'a reçu donc aucune condamnation contre Airbus et Air France. Ce crash avait fait 228 morts le 1er juin 2009. C'est la plus grande catastrophe aérienne pour Air France. Ça a été un procès extrêmement difficile qu'on a suivi avec vous. Dur pour vous, l'avocat que vous êtes, dur bien sûr pour les victimes parce que vous avez eu accès à tous les enregistrements. Par exemple, la cour a entendu. Ça va bien ? Ça va. Oui, ça va, si. Ça va très bien. Pardonnez-moi, j'ai eu peur que... Non, un peu de fatigue. L'émotion. Un peu d'émotion. Excusez-moi. Ça a été un procès difficile. Pourquoi ? Parce que vous avez entendu, par exemple, les voix de ces gens qui allaient mourir 3 secondes, 2 secondes après, et les témoignages des pilotes, des copilotes parlant entre eux au moment de l'impact. On appelle les CVR, c'est ce qu'on a retrouvé dans les boîtes noires. C'est l'enregistrement des voix qu'on a entendu à huis clos au début du procès. Et effectivement, c'est extrêmement saisissant parce que ce sont des voix d'outre-tombe. Et là, on assiste à un dialogue entre un commandant et ces 2 copilotes d'hommes responsables qui sont aux commandes, qui sont au poste, qui ont tout perdu. Et on les entend, mais on a tout perdu, on n'a plus rien. Et les 2 dernières phrases, la première, c'est « on va taper ». Et puis ensuite, c'est grave. Et ensuite, rien. Ils ont tapé, ils sont tous morts. Voilà, c'est les ténèbres et 228 personnes qui sont mortes. Et aujourd'hui, voilà, dans la bouche du parquet, c'est faute à pas de chance. Voilà. La faute de Dieu, comme disent les anglo-saxons. Quand je vous dis, c'est quoi votre thèse ? Vous ne répondez pas. Mais pour nous, il y a bien pour vous des responsabilités. Pour nous, les choses sont très simples. Il y a d'abord un fait générateur. Le fait générateur, c'est le gel des sons de Pitot. C'est un fait qui est acquis, qui est bien. Ensuite, il y a effectivement les conséquences du gel des sons de Pitot, c'est-à-dire une perte de repère totale. Les pilotes n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien.
Et ils sont, disent les experts qui vont intervenir, dans un état de sidération. Mais c'est entendu, mais qui est responsable parce selon qu'ils ne vous sont absolument pas préparés à cela. Ils ne sont pas préparés. Il n'y a pas eu la formation nécessaire, il n'y a pas eu l'information nécessaire. Donc c'est Airbus qui est responsable. Alors que la preuve a été apportée, il y avait déjà eu des précédents, et notamment une compagnie qui s'appelle Air Caraïbes, qui, dans les mêmes circonstances, qui a pu heureusement être rétablie, immédiatement, le président d'Air Caraïbes a fait changer toutes les sondes pitot des appareils. Bon, et que dit Airbus? Airbus dit c'est pas de notre faute, en gros, et Air France dit c'est pas de notre faute non plus. Et vous pensez quoi à personne. Vous pensez quoi, que des intérêts supérieurs Moi, je pense protégeraient ou Airbus ou Air France? Je dis simplement que, évidemment, Airbus et Air France ne sont pas des justiciables comme les autres, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Là, attention, il faut bien comprendre une chose, c'est que là, on ne poursuit que des personnes morales. Hein, il faut pas se tromper. Il n'y a pas de personne physique poursuivie, et que sur le plan juridique, une faute simple suffit s'agissant des personnes morales. Bon, écoutez, je ne sais pas si Gilles William, vous n'avez pas dit un mot. Non, je suis mal placé pour parler d'un dossier que je ne connais pas. Oui. Donc, je peux vous dire simplement deux généralités auxquelles, malheureusement, je crois, et vous y avez fait allusion. La première, c'est que j'ai bien l'impression de vivre dans un état d'insécurité juridique que je ne connaissais pas il y a 30 ans. Voilà, c'est clair, je le vois au terme, la manière dont les procès sont menés, certaines décisions sont rendues. Je suis moins sûr de mon affaire maintenant qu'il y a 30 ans. Je pense que le niveau a baissé. Et d'autre part, je crois, c'est-à-dire que niveau des juges qui commentent, analysent le droit. Vous dites le niveau a baissé. Oui, l'idéologie aussi qui prend le pas. Beaucoup de choses qui entrent en considération et qui me rendent malheureux en tant qu'avocat. Et puis, deuxièmement, je suis incapable de dire, parce que c'est une accusation grave, si véritablement il y a une connivence entre le parquet et deux grandes boîtes françaises, européennes. Mais une chose est certaine, ça je peux vous le dire, parce que c'est presque dans l'inconscient du parquet. Le parquet se sent toujours plus proche de l'État. C'est comme ça. Je l'ai toujours senti et c'est une manière de faire, une manière de défendre. Je le vois dans les affaires fiscales, notamment. C'est comme ça. Donc, il y a une sorte de consanguinité. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Je remercie Alain Jakubowicz d'être passé, qui a commenté sa propre déclaration tout à l'heure. Et c'était intéressant de vous entendre. Maintenant, le calendrier, c'est... Maintenant, il est très réduit. Air France a plaidé à la suite du parquet. Enfin bon, comme le parquet avait déjà plaidé pour Air France, ça simplifie les choses, brillamment, bien sûr. Et puis, demain, nous aurons les plaidoiries d'Airbus. Ensuite, la présidente va nous donner la date de son délibéré, c'est-à-dire la date à laquelle elle rendra son jugement, qui peut parfaitement, et c'est ce en quoi nous croyons, en tout cas ce en quoi nous espérons, être totalement différent encore. Il y aura un appel... D'ailleurs, on est dans une logique telle qu'on se dit, chic, parce que finalement, s'il y avait eu des réquisitions de condamnation, comme tout change, on serait dit, c'est mauvais signe. Alors finalement... il y aura un appel. On essaye de se raccrocher à ce qu'on peut. Il y aura un appel, quoi qu'il arrive. Alors, non, c'est pas aussi simple que ça. Ah bon. Attention. Parce que si, permettez-moi une expression fort peu laïque, ce qu'à Dieu ne plaise, c'est une formule générale, générique. Ne vous excusez pas. Le tribunal suivait et prononçait une relaxe générale. Il est peu vraisemblable que le parquet de la République fasse appel puisqu'il a requis la relaxe. En revanche, nous irions frapper à la porte de monsieur le procureur général ou de madame en lui disant, vous vous souvenez de vos réquisitions? Elles étaient contraires. Donc le parquet général a, lui, la possibilité de faire appel. Bon. Mais le parquet, en l'occurrence, il n'était pas proche de l'État puisqu'il avait requis des choses. Vous voyez En tout cas, je vous remercie grandement. On suivra, comme on l'a suivi depuis le départ, cette affaire dramatique. Autre sujet du jour, le Covid, avec les chiffres du jour, puisqu'il y a 75 752 nouveaux cas confirmés, paraît-il, aujourd'hui. Et c'est une augmentation assez importante ces derniers jours. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement est en train de communiquer sur le reculoir. C'est-à-dire que maintenant, le grand mot aujourd'hui, ça a été responsabiliser. Et hier ou avant-hier, on était... mais partout, on imaginait que le masque revienne. Mais alors là, visiblement, entre l'inflation, les coupures d'électricité, la guerre en Ukraine,
le Covid, la vaccination, etc., le gouvernement a dit peut-être beaucoup là. Peut-être on va arrêter avec la peur et de les ennuyer. Donc écoutez Madame Borne ce matin, premier passage sur le masque. Je pense que c'est important que chacun ait en tête qu'on fait face actuellement à une épidémie, une reprise de l'épidémie de Covid, 100 000 nouveaux une cas hier en épidémie 24 heures. de grippe et une épidémie de bronchiolite. Face à tous ces virus, le masque nous protège, le masque protège les autres. Donc, Et ça, on est tous d'accord. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire? Parce que je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité de chacun. Quand on dit il faut porter le masque, quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde, je pense que chacun peut l'entendre. Et on a vu au cours de 2 ans de pandémie. Beaucoup de Français sont en train de se projeter dans les vacances, dans le fait qu'ils vont retrouver les parents, les grands-parents. C'est important de se protéger, de protéger les autres. C'est important aussi de se faire vacciner. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau de la vaccination. 20% des plus de 80 ans seulement, 30% chez les 60-80. Moi je le redis à chacun, pour bien se protéger, pour protéger les autres, portons le masque quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde. Et il faut vraiment se faire vacciner. Et la vaccination, elle n'est pas ouverte à tous. On peut tous. Si vous allez chez votre pharmacien, que vous dites « je vais voir ma grand-mère pendant les vacances », vous avez accès gratuitement au vaccin. Donc il faut que chacun y aille, soit attentif pour aussi les personnes fragiles, les personnes vulnérables, les personnes âgées, en se faisant vacciner si on doit aller voir sa famille, notamment pendant les fêtes. Bon, on n'est plus manifestement sur quelque chose de plus rude, vous allez mettre le masque, etc. Jamais, hein. Il y a un changement. On ne sait jamais, mais pour l'instant, on parle du nombre de cas. Oui. Moi, je trouve que l'indicateur qu'il faut regarder, c'est les hospitalisations. Oui. Et pour l'instant, oui, il y a quelques hôpitaux dans lesquels il y a des tensions, mais on n'est pas débordé. Il y a 1000 personnes en Il y a soins. J'ai simplement... 1120 personnes. Absolument. Il y en avait 4000 l'année dernière à la même J'ai époque. simplement remarqué, hier, à l'Assemblée nationale, tous les membres du gouvernement étaient masqués. Je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être un message qu'ils cherchent à faire passer. Oui. Et est-ce que l'objectif, à terme, c'est pas de se préparer à la possibilité de le rendre obligatoire? Moi, je pense qu'ils ont du mal, ils savent que politiquement, c'est compliqué. Écoutez le deuxième passage de Madame Borne, parce que c'est le mot qui va revenir régulièrement. Monsieur Véran dira la même chose aussi aujourd'hui. Je crois à la responsabilité des Français. Alors que, ce qui est, pardonnez-moi... Alors qu'avant, on était responsable, il fallait tout nous dire du surtout matin une au sottise, soir. parce que personne ne porte le masque. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que vous allez dans les transports, il n'y a pas une personne... Il n'y a pas une personne sur 10 qui porte le masque. Si. Ah, dans le métro, un peu plus. Ah, si, dans le métro. Monsieur Fenech. Il y en a 10. Mais dans le métro, il y a plus d'une personne sur 10. Voilà. Ah, un peu plus, oui. Et voilà. Écoutez, Madame Borne, deuxième passage. Je reviens sur la question du masque. On l'a très bien vu en 2 ans de pandémie, quand il n'y a pas d'obligation, c'est compliqué à mettre en place. Pourquoi vous n'y allez pas? Je vous dis, moi, je pense qu'on peut aussi compter sur la responsabilité des Français. On n'est pas obligé de faire des interdictions systématiquement. Chacun connaît aujourd'hui, vous savez, en 2 ans, on a beaucoup appris sur ce virus. On sait vous êtes consciente que les Français en ont marre et que vous peut-être pas leur infliger ou alors vous avez peur que ça ne soit pas voté à l'Assemblée? Je suis pour responsabiliser chacun. On a aujourd'hui les masques, les vaccins, les tests. Je pense que chacun peut aussi se saisir de tous ces outils qu'on n'avait pas au début de la crise Covid. Bon, il y a eu un conseil des ministres ce matin. Emmanuel Macron aurait levé le ton. Et auprès de certains informateurs, j'ai vérifié une phrase qu'on lui prête: les Français ne sont pas des cobayes. Emmanuel Macron aurait dit ça à ses ministres. Arrêtez! Les Français ne sont pas des cobayes. Et cette phrase, visiblement, il l'a dite. Oui. Donc, il l'a dite sur l'électricité, il l'a dite pour le Covid. Donc, manifestement, lui-même n'est pas sur la position de ses ministres. De notre côté, ça faisait quelques jours qu'il les laissait... En même temps, il a validé la circulaire de son propre gouvernement et il a validé l'exercice qui est organisé vendredi, donc dans 2 jours, pour se préparer aux coupures nationales d'électricité. Donc, il y a un paradoxe immense. Il y a même un ministre qui m'a dit « je me demande si réellement le président a lu sa propre circulaire ». On est un peu sidérés, hein. C'est le en même temps présidentiel. Je cherchais à comprendre, mais je cherchais à savoir. Et ce ministre me dit, alors elle est très longue, une circulaire de 14 pages, je ne sais pas si vous lisez beaucoup de circulaires, dans le passé j'en ai lu quelques-unes, c'est global, c'est très très long, vous qui aimez la synthèse. On va parler de l'électricité, mais c'est vrai que c'est étrange, ce président qui dit n'ayez pas peur et... C'est pas. Il y a changement de ton quand même dans la com. Vous me l'enlevez de la bouche. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas 15 jours.
ce gouvernement ne craignait pas de dire qu'il avait peur qu'il y ait des coupures de courant, et jusqu'à son ministre de l'Éducation nationale qui disait qu'on fermerait les écoles le matin. Exactement. Donc on peut pas, ça se discute pas. En cas de délestage. Exactement. Et mais que dans le actuellement effectivement on freine un peu sur le côté de la peur, même s'il arrive au président de la République de changer d'avis, il sent bien qu'il serait mal placé, alors que la veille il a dit qu'il fallait pas gouverner avec la peur, de nous expliquer qu'il fallait tout de suite mettre le masque. Il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Ouais. Il a quand même un minimum de sens politique. Mais je suis d'accord, tout peut changer à partir de demain matin, 9h. Si on remet l'obligation du masque dans les transports, le métro, il va falloir le faire dans tous les milieux clos où il y a du monde. Oui, mais c'est pas... visiblement, ça a été abandonné. Et je vais vous dire, je pense qu'ils savent une chose, je pense que le pic est passé. En fait, visiblement, le pic vient de passer, ou est en train de passer, ou va passer les... Oui, moi, c'est ce que... Monsieur Blachier, vous le tenez de Monsieur Blachier? Je ne suis non, pas mais sûr. les Français sont plus prêts à entendre des injonctions, ni sur le masque, ni sur les vaccins. On voit bien qu'il n'y a pas d'adhésion pour les rappels. On voit bien qu'on en est à N+3 en matière de pandémie, et que tout un chacun presque a été contaminé, a vécu le Covid, et l'a vécu pour la plupart d'entre nous comme une grosse grippe ou une angine, et que donc on n'en meurt pas. Donc dites pas on n'en meurt pas, il y a des gens qui meurent. Dites pas ça. Non, mais dites pas on n'en meurt pas, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Mais moi, je vais vous dire, ce qui m'insupporte, c'est qu'on meurt quand même toujours beaucoup plus du cancer. 140 000 personnes par an, et qu'il n'y a pas de politique de prévention publique pour lutter contre certains cancers, et que ça, je pense que ça intéresse beaucoup plus les Français. Alors, l'électricité, puisque moi, vraiment, j'étais sensible aujourd'hui, j'ai écouté, c'était Conseil des ministres. Donc, j'étais sensible, évidemment, à ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. Et il n'est pas, là encore, sur la même couleur, le même ton. Écoutez ce qu'il dit à l'heure du déjeuner. Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait, et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière. De la faute des chaînes de télévision. Bah oui, c'est fascinant, c'est-à-dire que vous avez, comme vous le dites très justement, un ministre de l'Éducation nationale qui explique que les écoles seront fermées le matin. Donc évidemment, les journalistes commentent cette actualité, et le porte-parole arrive 10 jours plus tard en disant, quand on écoute la télé, on a l'impression qu'on va avoir des coupures. Mais c'est eux depuis 10 jours qui nous expliquent qu'il va y avoir des coupures d'électricité, c'est pas moi. Vous savez comment ça a commencé? Il y a eu paraît-il, on m'a raconté des discussions homériques en interne au gouvernement pour savoir si les télécommunications allaient être délestées ou pas. Et la question se portait sur les numéros de secours, le 112. Donc le 112, on pourra toujours l'appeler si et seulement si on capte, mais le 17, le 15 et le 18, on ne pourra pas l'appeler en cas de délestage. Et en fait, la panique, elle vient du gouvernement à partir du moment où il y a le début de ces débats, et ça a été tranché. En cas de délestage, on ne pourra pas appeler les pompiers, la police. Alors, je le dis pour Benjamin, il y a un autre son de Olivier Véran qui m'intéresse. C'est pas tant sur les éco-gestes, c'est sur la communication du gouvernement. C'est le deuxième son que nous allons écouter. Le deuxième passage d'Olivier Véran, c'était toujours à l'heure du déjeuner, puisque je rappelle que M. Véran est porte-parole du gouvernement, que j'ai vu l'autre jour. Ah oui? Nous sommes au mieux, désormais, tous les deux. Et pourquoi il y a eu un mauvais moment? Et bon. Et vous l'avez rencontré fortuitement. Il m'a promis qu'il viendrait sur notre plateau. Très bien. Je lui ai dit, pourquoi vous venez pas? Charitable. On avait bien reçu. Mais bien sûr. On avait bien reçu M. Attal, souvenez-vous. M. Attal, mais on n'a jamais eu de souci avec M. Attal. Jamais. En revanche, M. Véran n'est jamais venu pendant la crise du Covid. Il était venu avant. Mais M. Dupond-Moretti... alors ça sera encore plus difficile, à mon avis. Il veut pas, quand il parle de nous, il dit... il vous aime pas du tout. Hein. Je sais, j'ai entendu. Il vous aime pas du tout. L'autre jour, il était à une première et il a dit, oh, voilà, c'est news, j'entends Georges Fenech. Oui, j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup meurtri, vous voyez. Vous aime pas du tout. Alors moi, j'en parle même vraiment. pas. Il me boit. En tout cas, M. Véran... J'ai la faiblesse de bien l'aimer, et je l'assume. Mais moi, j'aime tout le monde. D'accord. Je ne suis qu'amour.
Donc, monsieur Dupond-Moretti, il peut venir. Ça me fera plaisir, au contraire. Mais écoutons monsieur Véran sur la com du gouvernement. La bonne communication, c'est communiquer sur la sobriété et sur les gestes du quotidien. C'est expliquer aux Français sans interférer avec leur quotidien, sans rentrer dans leur salon, sans être trop intrusif. Mais c'est expliquer très simplement que si certains jours c'est tendu sur l'électricité, eh bien si on peut décaler de 3/4 d'heure, 1 heure, l'allumage d'une plaque de cuisson, si on peut décaler ou programmer la machine à laver pour qu'elle soit un peu plus tard dans la journée, etc., ça passe et ça suffit. Et ça suffit. C'est vraiment ça qu'on appelle les éco-gestes et ces gestes citoyens dans cette période particulière. Moi, j'ai décalé ma machine, maintenant elle est dans le couloir et c'est pas mieux. Les experts c'est moins de 1%. C'est les rames quand même. Ah bon, pardon. Non, mais le problème, C'est vraiment gadget, c'est 1% par mois de la consommation, c'est ce que nous disent les experts. Que dites-vous? Répétez. Le floc Prigent qui Tout dit ce ça. qui est les éco-gestes que nous pouvons faire, ça va représenter 1% d'économie. Est-ce que vous savez De la combien dépense énergétique. la dépense Donc, c'est énergétique peanuts. des particuliers, est-ce que vous savez, chiffre Enedis? 20%. 37. 37 tant que ça. Oui. Ouais, moi j'ai été Enfin, très surpris. mais RTE, chiffre RTE. L'important, c'est les entreprises. le problème, Oui, c'est non, les mais je industries. ne pensais pas que c'était autant, pour tout vous dire, parce que monsieur Le Floch-Périgeant, qui sera demain d'ailleurs avec Laurence Ferrari, avait dit ces peanuts, c'est 20%. Oui, c'est Moi j'ai ce vérifié. chiffre de lui. oui. Exactement. Moi j'ai vérifié. RTE, consommation des particuliers en France, 37%. non, mais le problème du gouvernement, De l'énergie globale, Non, mais- c'est pas mal. le problème culpabiliser. du gouvernement, c'est qu'il a complètement conscience maintenant d'être dans la nasse. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vendre la fable qu'il a tenté de vendre, à savoir, c'est la faute de l'Ukraine, c'est à cause de l'Ukraine, et du coup, on va avoir des coupures Ça, d'électricité. c'est pas du tout la faute de l'Ukraine. Non, mais- Tout le monde a compris que c'est pas la faute de l'Ukraine. Non, mais justement, ça ne passe pas, et à chaque fois qu'il sort ça, on lui dit maintenant, et le nucléaire. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent plus vendre maintenant les coupures pour cause d'Ukraine. C'est fini. Donc, c'est un vrai problème pour eux. Au nom de l'absence de mix énergétique. Donc on va construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Alors, Madame l'hiver, Voynet alors qu'il était y a pas de- Il merveilleuse. n'y a pas de vent et pas de soleil. Madame Vous Voynet, avez qui a expliqué L'intervention de Madame Bien sûr. Voynet, Extraordinaire. expliquant qu'elle avait dupé Oui, le gouvernement français oui. pour casser le nucléaire. Oui, ça je suis d'accord. Alors, On devrait au en niveau parler. européen, Non, mais on s'est retrouvé devant la Cour de justice pour moins que ça. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on en parle demain matin. Ah bah, Vous avez parfaitement raison. faites-le, oui. Vous avez pas... Je suis content d'avoir contribué à votre menu du matin. Vous devriez être rédacteur en chef. Oui, mais pour que je ne l'exclus nullement. Des émissions. Je vise votre poste en vérité. Vous êtes bon. vous êtes menacés. Bon, on a quasiment terminé cette émission. Dans les infos du jour que je voulais vous donner, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, comme vous le savez, a été élu personnalité de l'année par le magazine américain Time. Chaque année, le magazine honore une personnalité qui a marqué ces derniers mois. En 2021, c'était Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, qui avait été élu. Plus précisément, Volodymyr Zelensky et l'esprit de l'Ukraine qui ont été honorés par Time. Zelensky et l'esprit de l'Ukraine. C'est intéressant d'ailleurs. Ils n'ont peut-être pas voulu mettre Zelensky tout seul. Et associer l'esprit de l'Ukraine sur la couverture, on voit le président ukrainien entouré de drapeaux bleus et jaunes, de tournesols, symbole de la résistance ukrainienne. Le magazine a également élu les femmes iraniennes comme héros de l'année 2022. Il y a 15 ans, c'est Vladimir Poutine qui avait été choisi. Selon Time, Poutine a imposé la stabilité à une nation qui en a rarement connu et ramené la Russie à la table des puissants de ce monde. Ça, c'était il y a 15 ans. Bon. Alors, Time, l'homme de l'année, c'est pas forcément ça peut l'être un satisfecit, mais c'est aussi l'homme qui a marqué l'année. Est-ce que vous diriez que l'homme de l'année, c'est Zelensky? Ou est-ce que vous avez un autre choix à proposer? C'est quand même pas mal trouvé. oui, c'est bien. Oui, quoi, ça ne demande pas une imagination folle de Non, mais- trouver non plus que Zelensky est l'homme de l'année. si Non, vous mais me on n'est permettez. pas obligé de faire montre d'originalité non plus. Mais je vous pose, Voilà, est-ce que écoutez, pour vous, c'est l'homme de Non, mais l'année? souvenez-vous, au tout début de l'invasion, tout le monde s'attendait à ce qu'il fuit. Voilà. Les Américains lui avaient l'exil, etc. Et tout d'un coup, il s'habille en chef de la résistance. C'était extraordinaire. Et finalement, il a pu effectivement galvaniser. Alors que c'était son un comique peuple. troupier au départ. Alors, il peut avoir certains spécial. défauts, hein, ça c'est sûr. Ah mais bah oui, il n'est pas parfait. là, comme chef de la résistance, parce que Oui. la première armée, soi-disant, du monde, c'est pas mal fait. En tout cas, il n'y a pas un autre nom qui vous venait à l'idée pour célébrer cette année 2022. Bah écoutez, comme je vous vois très prolixe sur ce sujet, C'est synthétique là. je trouve qu'on va se dire au
revoir. On a fini là, on peut y aller? On va se dire au revoir Oui. dans quelques instants et on va saluer peut-être notre ami Ben Kemoun, si tant est qu'il entre. Entre ici Olivier Ben Kemoun, non, il n'est pas là. Oui, Donc je vais saluer Benjamin No, qui était à l'édition aujourd'hui. Je remercie Arnold Cara, qui était à la réalisation. Pascal Choupe, qui était à la vision. Au son, Raphaël Lissac. Vous pourrez voir, d'abord vous pouvez continuer de nous voir sur cnews.fr et revoir pourquoi pas les meilleures émissions que vous avez peut-être manquées dans la journée. Et puis aujourd'hui à 23h, vous avez maintenant une rediffusion de l'émission de Christine Kelly. Ouais. Formidable émission de Christine. Et la nôtre, elle passe à l'as, la nôtre? La nôtre, vous pouvez la revoir sur cnews.fr. Ah d'accord. Vous êtes jaloux. Hein. Oui, je suis jaloux. Mais oui, mais il faut assumer. Vous avez un tempérament comme ça, à toujours voir dans l'assiette. Il faut assumer sa jalousie tout en la maîtrisant un peu. Vous avez failli être en retard, cher ami. J'ai failli attendre, disait Louis XIV. J'ai failli attendre. Moi, j'ai pas l'habitude que vous soyez en vous êtes avance, habillé. vous soyez à l'heure. Pardonnez-moi, Pascal. Non, mais vous êtes beau là ce soir en bleu marine et noir, bleu nuit comme ça. Ça va pas, hein, bon. Ah si, c'est très bien, c'est très heureux. Écoutez, je vous dis bonsoir parce que je vous verrai pas demain soir. Demain soir, il n'y a pas d'émission. Vous savez ce qu'il y a demain soir? Non. On est le 8 décembre. Et ça, il faut demander à Véronique. Demain soir, c'est... Il y a une messe particulière. La diffusion de la messe en direct de Cotignac dans le Var, petit sanctuaire du Var. Diffusion de la messe pour la fête de l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, que les gens parfois comprennent mal. Il faut rappeler ce que est l'Immaculée Conception. Les gens se trompent entre Jésus, la naissance de Jésus. Alors l'Immaculée Conception, c'est le fait que Marie est née sans péché. Exactement. Voilà, pour concevoir, évidemment, le Fils de Dieu. Exactement. Vous étiez bien, vous étiez à l'heure, c'est dommage, vous voyez. Écoutez, voilà, s'il vous plaît, il y a des choses un peu plus importantes à évoquer que votre émission qui commence dans une seconde. Vous ne respectez décidément rien. Me paraissait au-dessus de votre horaire du soir. Il arrive en retard et après il la ramène. Permettez. Hein, bon, allez, Olivier dans une seconde et rendez-vous demain matin.